Bonjour Paloma, bonjour Thiago, comment ça va? Bonjour Julie, ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Bonjour Julie, bonjour Thiago, bonjour à tous. Bonjour Et oui, Salomon. bonjour à tous. Bienvenue à notre conférence en ligne dédiée à la découverte de Cape Town et de sa région. On vous souhaite à tous la bienvenue. On va peut-être attendre quelques secondes, histoire que tout le monde ait bien le temps de se connecter, de prendre ses marques. Ah oui, et j'ai oublié de dire bonjour à Valentine. Valentine qui œuvre dans l'ombre, puisqu'elle est là pour répondre à toutes les questions de nos internautes sur le chat. Hello Valentine. Bonjour Valentine, bienvenue. Bonjour. Bah écoutez, je vais commencer par me présenter, puis ensuite je vous laisserai la parole, Paloma et Thiago. On va commencer. Je suis Julie Grimbach, je suis responsable marketing et communication chez Cercle des Voyages et je suis ravie de vous guider aujourd'hui à travers la découverte de Cape Town et de sa région. Aujourd'hui, donc comme je vous le disais, je suis accompagnée de Paloma, Thiago et Valentine. Paloma est la représentante de l'Office de tourisme d'Afrique du Sud. Thiago est conseiller expert Afrique chez Cercle des Voyages et Valentine est chargée de communication. Elle est là pour répondre à toutes vos questions sur le chat. Si vous avez des petits problèmes techniques, etc., n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Voilà, elle est disponible sur le chat qui se trouve en bas à droite. Paloma, est-ce que tu veux peut-être commencer ta présentation maintenant? Ok, ben c'est parti. Et donc oui, comme le disait Julie, donc je travaille à l'Office de tourisme de l'Afrique du Sud. Cela fait maintenant 4 ans et je suis responsable commercial aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie de mon travail de présenter la destination, que ce soit à des professionnels ou à des voyageurs. Donc, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Avant de démarrer, je vais peut-être vous faire, voilà, je vais le présenter le petit déroulé de notre webinaire. Donc, on va commencer par une courte présentation de l'agence Cercle des Voyages. Puis ensuite, Paloma, tu vas nous emmener à la découverte de la région de Cape Town. Thiago, ensuite, tu vas nous faire découvrir les hébergements et les activités à ne pas manquer au Cap, ainsi que les itinéraires à réaliser. Et puis, nous terminerons par un temps de questions-réponses. Donc, pour cela, je vous invite à poser toutes vos questions dans l'onglet dédié qui se trouve en bas à droite de votre écran. Alors, avant de plonger dans les merveilles de la région du Cap en Afrique du Sud, j'aimerais vous parler rapidement de Cercle des Voyages et de son ADN. Cela fait maintenant plus de 25 ans que nous avons le privilège de faire voyager nos clients aux 4 coins du globe, à travers plus de 90 pays. Et ce qui nous différencie, c'est notre équipe de conseillers passionnés. Ce sont tous des experts qui connaissent leur destination comme leur poche. Vous allez le voir, Thiago en est un merveilleux exemple. Notre agence est une véritable communauté de voyageurs passionnés qui partagent la même vision, celle du vrai voyage. Le voyage qui vous transporte, qui vous émeut profondément. Nous imaginons chaque voyage comme une aventure unique que vous créez en binôme avec votre conseiller. Ils partagent avec vous leurs connaissances, leurs secrets bien gardés et leurs adresses incontournables pour faire de votre voyage une expérience inoubliable. De plus, en tant que membre Cercle des Voyages, vous avez accès à une conciergerie qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions et vos besoins avant, pendant, mais aussi après votre voyage. Et votre conseiller personnel est bien évidemment toujours joignable sur sa ligne directe pour une prise en charge totale. Voilà, ma petite présentation de Cercle des Voyages est terminée. Maintenant, Paloma, je te laisse la parole pour nous faire découvrir l'Afrique du Sud et plus particulièrement la belle région du Cap. Super, merci Julie. Donc là, je crois que ma présentation est affichée. Voilà, super. Donc, ce midi, immersion en Afrique du Sud. Hop. Donc, tout d'abord, une petite introduction géographique. Donc, vous voyez la carte du pays. Alors, en termes de superficie, l'Afrique du Sud fait 2,5 fois la France. C'est un grand pays. Et donc, on voit aussi un certain nombre de pays limitrophes, la Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, et 2 pays enclavés à l'intérieur de l'Afrique du Sud,
que sont le Lesotho et l'Eswatini. Et l'Afrique du Sud compte 9 provinces différentes en termes de géographie. Voilà. Quelques petits chiffres. La particularité de ce pays, c'est que l'on compte 3 capitales différentes. Pretoria est la capitale administrative, où se trouve le pouvoir exécutif. Bloemfontein est la capitale judiciaire. Et enfin, le Cap est la capitale législative. Donc, au niveau culturel, c'est un pays d'une grande diversité. 11 langues officielles sont reconnues dans le pays. Et on compte aussi 10 sites classés patrimoine de l'UNESCO. On compte aussi 19 parcs nationaux. Évidemment, il y a énormément de réserves privées dans le pays, en plus des parcs nationaux. Et enfin, on compte 42 zones marines protégées. Le pays a vraiment à cœur de préserver sa nature et de ne pas contaminer ces merveilles naturelles. Ah, si j'arrive, voilà. Côté pratique, donc il n'y a pas de décalage horaire entre la France et l'Afrique du Sud. Bon, 1 heure en hiver, mais avec le changement d'heure de ce week-end, ça y est, on sera exactement au même fuseau horaire. On peut y voyager toute l'année. Il y a quand même une sacrée diversité de climats en Afrique du Sud. Donc, quand une période est plus propice pour l'Est et le KwaZulu-Natal, par exemple, une autre période correspondra plus à la région justement du Cap occidental et de la ville du Cap que nous allons présenter aujourd'hui. Il n'y a pas de vaccin obligatoire et pour les ressortissants français, pas de visa est nécessaire. En fait, en arrivant dans le pays, on vous tamponne votre passeport. Il faut simplement qu'il y ait 2 pages vierges et une validité de 30 jours après la date de retour. Le taux de change est très avantageux. Pour 1 euro, c'est 19 rand. Donc, on y gagne au change en tant que Français lorsqu'on voyage là-bas. Quand partir? Donc, le pays se situant dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Et l'hiver austral correspond donc à peu près de juin à août. Et cela correspond aussi à la saison sèche pour une grande partie du pays. Et donc, pour l'observation des animaux et pour les safaris, c'est assez propice parce que la végétation sera moins dense et les animaux seront donc plus faciles à repérer. Donc, comme les saisons sont inversées, le printemps correspond de septembre à novembre, l'automne de avril à mai, et enfin l'été sud-africain commence en décembre et se termine en mars. Donc là, on vous a mis les 3 villes principales que sont le Cap, Johannesburg, Durban et ainsi que le fameux Kruger National Park. Donc vous voyez que en termes de température, on a des températures quand même très agréables pendant l'été austral, et en hiver austral, ça reste quand même très correct. Donc, il est important de prévoir des vêtements à la fois légers, mais aussi chauds en fonction de votre itinéraire. Rapidement, comment y aller? Donc, il y a 3 aéroports, enfin 4 en réalité, aéroports internationaux en Afrique du Sud. Vous pouvez arriver à Johannesburg, il y a des vols directs avec la France toute l'année. Pour le Cap, il y a des vols directs en saison de fin octobre à fin mars. Et ensuite, vous pouvez aussi aller à Durban, mais ce ne sont pas des vols directs, il y aura un stop. Ou alors, atterrir directement au Kruger. Ça, c'est assez pratique. Voilà, on a déjà parlé des visas et des formalités. À l'intérieur du pays, il est préférable de voyager avec des compagnies aériennes parce que, comme vous l'avez vu, c'est très très grand. Donc, voici les compagnies domestiques principales. Voilà. Et 8 bonnes raisons de voyager en Afrique du Sud. Déjà, vous avez des paysages incroyables d'une très grande diversité. Vous avez des côtes ensoleillées, un littoral d'environ 2500 km, ce qui n'est pas rien. Des safaris uniques parce que vous pouvez à la fois les faire en autotour, en indépendance, mais aussi avec un guide, un ranger. Il y a aussi des possibilités de walking safari, donc à pied, en découverte, à cheval ou en montgolfière. Plein de possibilités. C'est aussi un pays avec une offre d'activités, d'aventure et à sensations très très développée, avec de très très bonnes infrastructures également.
L'Afrique du Sud est aussi connue pour sa gastronomie et ses vins. Et là encore, vous aurez une grande diversité en fonction des régions. Souvent, on nous dit, mais qu'est-ce qui différencie l'Afrique du Sud d'autres pays? Eh bien, le peuple sud-africain est très, très chaleureux et c'est un des pays où vous vous faites des amis hyper facilement. Donc, ça fait quand même une sacrée différence pour le voyage. Aussi, d'un point de vue urbain, il y a un grand dynamisme dans les villes principales avec une grande modernité. Et enfin, au niveau du patrimoine culturel, il y a un patrimoine très fort, que ce soit d'un point de vue des cultures ancestrales, mais aussi de l'histoire plus récente de l'Afrique du Sud. Et le pays porte à cœur le devoir de mémoire. Voilà, donc en très rapide, je vous fais déjà une petite introduction. Donc, le Cap occidental, vous le voyez, se situe vraiment à la pointe sud du pays. Et donc, on a déjà des incontournables. Je pense que tout le monde ici connaît le Cap. Enfin, et puis c'est pour ça qu'on est là. Alors, le Cap et sa péninsule sont vraiment les must-see, enfin, le top one à voir dans la région. Et vous en aurez vraiment plein les yeux, que ce soit au niveau de la ville, de la région. Il y a aussi la route des jardins qui va en fait, grosso modo, alors ça va de cette région, le Cap occidental, et ça va jusqu'à la région suivante, le Cap oriental. Vous voyagez en fait le long de la côte avec beaucoup de parcs nationaux, aussi quelques réserves privées pour faire des safaris, et avec aussi une grande possibilité d'activités d'aventure, que ce soit en kayak, en rafting, etc. Et puis beaucoup de rando, bien sûr. La route des vins, ou on pourrait dire aussi les routes des vins, parce qu'il y a énormément de circuits qui passent par des fermes, des domaines viticoles phares dans la région. Et enfin, Hermanus, qui est très connu. C'est un des spots en fait les plus connus pour l'observation des baleines. Donc les baleines franches australes et les baleines à bosse qui viennent mettre bas dans cette baie entre septembre et novembre. Donc c'est la période la plus propice pour l'observation des baleines, que ce soit en bateau ou même depuis la côte, les baleines sont visibles très proches. Enfin ici, quelques incontournables moins connus. Donc vous avez quelques parcs nationaux que sont le Karoo, donc une région semi-désertique plus à l'intérieur des terres à l'est. Vous avez le parc national de la West Coast qui va remonter au nord du Cap sur la côte ouest, comme son nom l'indique. Et enfin, Bontebok. Juste là, la deuxième image, vous voyez la réserve naturelle du Cederberg avec des formations géologiques très particulières. Dans cette réserve, on trouve aussi des peintures rupestres, pour ceux qui sont intéressés par la préhistoire. Vous avez ce petit village Paternoster, qui est un village de pêcheurs et qui a gardé son côté authentique et traditionnel avec des petits cottages comme ça, tout en blanc et avec les volets en bleu. C'est très, très, très sympa comme atmosphère. Et enfin, la route 62, qui va plus à l'intérieur des terres, en partant du Cap jusqu'à Guébera, anciennement appelée Porte Elizabeth, où vraiment à l'intérieur des terres, vous pourrez voir une multitude de paysages. Vous pouvez aussi traverser les régions viticoles. Voilà, donc ça, c'était la première partie de la présentation. Et maintenant, on passe à la présentation du Cap occidental. Alors, et pour un petit rappel, cette présentation en fait est sponsorisée par Westgrow, qui est en fait l'organisme en charge de la promotion de la province du Cap occidental ainsi que de la ville du Cap. Et Westgrow nous a mandaté South African Tourism, donc notre office de tourisme, pour les représenter et vous présenter sa région. Voilà, donc ici c'est la carte vraiment du Cap occidental. Alors la carte est en anglais, mais je vous ai traduit les sous-6 régions. Donc évidemment, le Cap, la ville du Cap en soi est une région à part entière avec énormément de choses à visiter. Sur le côté ouest, vous avez la côte ouest du Cap, aussi appelée en afrikaans Weskus.
Alors, juste au-dessus du cap, vous avez les vignobles du cap. Enfin, tout à l'est, vous avez la Garden Route, donc la route des jardins, ainsi que le Petit Carreau. Donc, plus proche de la côte, c'est très verdoyant, et quand on monte un petit peu au sud, c'est semi-aride. Vous avez l'Overberg qui est juste en dessous des vignobles du Cap, donc sur la côte. Et enfin, vous avez le Carreau du Cap qui est assez grand et où c'est d'autant plus désertique comparé au Petit Carreau précédent. Alors, le Cap. Donc, quels sont les atouts principaux du Cap? On parle souvent, nous, du top 6, qui comprend la pointe du Cap. Vous avez le Cap de Bonne-Espérance qui est très connu. Vous avez Groot Constantia qui est un domaine viticole qui est le plus ancien en fait d'Afrique du Sud. Vous avez Kirstenbosch qui est un parc botanique et qui vraiment abrite une énorme diversité de flore, des plantes, notamment des plantes endémiques de la région. Vous avez Robben Island qui historiquement accueillait la prison politique des dissidents du gouvernement pendant l'apartheid. Donc Nelson Mandela y a passé un certain nombre d'années, pas la totalité des 27 ans où il était emprisonné, mais une très grande partie, il l'a passé à Robben Island. Donc aujourd'hui, c'est un musée en fait. Il y a des excursions quotidiennes pour visiter cette île et notamment la prison de Nelson Mandela. Vous avez Table Mountain qui se traduit aussi par la montagne de la table, qui est très connue et que l'on aperçoit d'ailleurs sur le paysage. Elle se situe à 1000 mètres d'altitude. Et enfin, vous avez le V&A Waterfront, qui est le front de mer dans la ville, dans le centre-ville, avec les commerces, les marchés, des musées, etc. Alors, le Cap est très connu pour sa gastronomie. Juste autour de la ville, vous avez des plages immaculées avec un sable presque blanc. Donc, les plages les plus connues sont Camps Bay, Clifton. Et aussi, il y a une grande richesse culturelle. Vous avez le célèbre quartier de Bo-Cap, qui est historiquement le quartier où les immigrants malais se sont installés, donc avec plein de maisonnettes de toutes les couleurs différentes. Vous avez le très célèbre musée du Zeitz Mocha, qui est un musée d'art contemporain. Et vous avez aussi le Festival international de jazz qui a lieu annuellement. Généralement, il a lieu en mars. Bon, cette année, pour d'autres raisons, il est décalé à mai. Et aussi, donc juste en bordure de la ville du Cap, vous avez la célèbre plage Boulders Beach, où on peut observer une colonie de manchots africains. Donc ça, c'était pour le Cap. Ensuite, voici la sous-région de la côte ouest du Cap, vous voyez, de ce côté-là. Donc vraiment, si on veut un petit moment un peu plus calme, visiter cette région sera vraiment très relax, très tranquille. Vous avez aussi des fleurs sauvages en saison. Il y a la saison de la floraison des marguerites dans la région du Namaqualand qui est à cheval entre le Cap occidental et le Cap Nord juste au-dessus et qui a lieu de septembre à octobre. Et c'est vraiment une expérience incroyable. Évidemment, la région propose des fruits de mer délicieux. Il y a des villages de pêcheurs. Alors tout à l'heure, je vous parlais de Paternoster, mais il y a aussi Saldanha. Et des sites du patrimoine culturel. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du Cederberg qui abrite des peintures rupestres datant de plusieurs milliers d'années. Vous avez aussi des possibilités d'activités d'aventure en plein air. Vous avez aussi le Fossil Park qui abrite énormément de fossiles, comme son nom l'indique. Et enfin, c'est dans cette région où se trouve la production de rooibos autour de Clanwilliam. Voilà, donc c'est, comme vous le savez, le rooibos c'est sud-africain et il faut un terroir très particulier pour sa production. On passe maintenant à l'Overberg, donc le long de la côte. Alors,
il y a moins connu le cap Agulhas, qui en fait est en réalité la pointe la plus australe, la plus au sud du continent, et non pas la pointe du cap, Cape Point, ou le cap de Bonne-Espérance. C'est un faux, c'est une idée fausse. Alors, comme évoqué précédemment, c'est dans cette région, et principalement à Hermanus ou Gans Bay, que l'on peut observer les baleines de septembre à novembre. Et vous avez aussi un certain nombre de réserves naturelles où on peut observer des animaux, de Hoop, Grootbos, Walker Bay. Vous avez aussi un certain nombre de villages pittoresques que sont par exemple Montagus, Swellendam et Barrydale. Et aussi, c'est là où se situe ce qu'on appelle le royaume floral du Cap, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec notamment ces plantes endémiques, donc la famille des fynbos, qui inclut notamment la protea, qui est un des symboles de l'Afrique du Sud. Alors, aventure en plein air, donc évidemment de la randonnée, du vélo, du cheval. Et il y a aussi par là une partie de la route des vins, donc qui passe par Hermanus, Stanford, Agulhas ou encore Boat River. Voilà. On passe maintenant à la route des jardins. Oui, je vérifie le temps, je pense que ça va, on est bon. La route des jardins et le Petit Carreau. Là, sur cette image, vous avez en fait un train qui passe dans les hauteurs. C'est assez sympa. Alors, dans cette région, vous avez les grottes de Kango, qui sont des grottes très célèbres et qui sont à proximité de Oudtshoorn. Je le prononce très mal, hein, c'est un nom africain. Oudtshoorn qui d'ailleurs abrite énormément de fermes d'autruches. C'est aussi une région où on a beaucoup de terrains de golf. On a aussi des réserves naturelles, des activités d'aventure, comme la célèbre Otter Trail pour les randonneurs, qui est dans le parc national de la Route des Jardins. Et aussi, cette région abrite la tyrolienne la plus longue du monde au-dessus de l'eau, à Mossel Bay. Et c'est aussi une région célèbre pour le surf, donc vraiment plus à l'est de la côte, à Plettenberg. Vous avez aussi un festival assez particulier qui est le Oyster Festival, donc des huîtres, qui se situe à Naisna, sur la côte également. Ensuite, les vignobles du Cap, plus dans les terres. Donc, les vins sud-africains sont incroyables. Enfin, moi, je sais que je suis très, très fan. Pour moi, ils sont plus forts que les vins français et ça n'a vraiment rien à voir. Donc, vous avez un certain nombre de routes des vins qui sont de renommée mondiale. Donc, on a Constantia, Durbanville, Darling, Stellenbosch. Alors, peut-être que certains noms vous parleront. Helderberg, Paarl, Franschhoek, c'est là où s'étaient installés les Huguenots il y a quelques siècles. Wellington, Walker Bay. Dans cette région, vous avez aussi l'architecture néerlandaise du Cap, qui est assez particulière avec une façade comme ça. J'aurais dû mettre une photo, ça aurait été plus parlant. Et tout en longueur. Donc aussi des activités en plein air qui sont possibles. Et vous avez aussi la célébration du 14 juillet à Franschhoek, tous les ans. Le Karoo du Cap, donc c'est notre dernière région que nous présentons, et assez rapidement, donc c'est beaucoup plus désertique, c'est aussi moins visité. Il y a de très très grands espaces naturels préservés et aussi, étant donné qu'il y a très peu de villes dans cette région, l'observation des étoiles y est incroyable, vraiment. Vous y avez le parc national du Karoo qui est semi-désertique et vous avez d'autres réserves naturelles, notamment comme le Swartberg. Et je crois que c'est tout pour moi. Et je vais donc passer la parole à Thiago et arrêter le partage de l'écran. Ouais, voilà, je vais y arriver. Merci beaucoup, Paloma. Avec plaisir. Thiago, il y a ton micro qui est coupé, on ne t'entend pas. Ah non, il y a ton micro qui est toujours coupé, Thiago. Alors, voilà. Moi, je vais demander à ce que ton micro soit activé. Normalement, ça va peut-être fonctionner. Est-ce que tu as reçu une alerte ?
Non, on t'entend toujours pas, Thiago. Peut-être que il faut que tu descendes le micro de ton casque. Non, on t'entend toujours pas. Alors, désolé à tous, gros problème technique. Nous n'entendons pas Thiago, mais on va essayer de rétablir la connexion très rapidement. Alors, est-ce que peut-être Valentine peut nous aider? Je ne sais pas. Tac, tac, tac. Thiago, est-ce que tu as essayé d'activer le micro sur l'écran de Livestorm? Peut-être que c'est pas sur l'ordinateur, c'est sur juste l'écran de Livestorm. Alors, sinon, je vais demander à quelqu'un de venir t'aider. Oui, Thiago. Sinon, ouais, dis-moi, Paloma. En cliquant sur l'onglet paramètres, gérer, je pense qu'il est possible de modifier quelle est la sortie du micro en fait. Tu vois, Thiago, le bouton gérer paramètres. Bon alors vraiment excusez-nous pour cette contrainte technique. Donc on va essayer de résoudre le problème du micro de Thiago qui fonctionnait bien pourtant tout à l'heure. On avait fait tous les tests et puis là voilà, c'est les aléas du direct. Vraiment désolée. Alors rapidement, voilà, je vais commencer par présenter un petit peu les activités que Thiago va détailler très prochainement, nous l'espérons. Donc nous allons commencer par vous présenter les activités qui sont réalisables sur la route des vins, les petites excursions en fat bike, ça c'est hyper sympa à faire. Dans la région du Cap, vous pouvez également faire du snorkeling, hyper sympa pour aller découvrir la faune maritime. Vous pouvez également faire des balades en kayak et visiter le quartier mythique de Woodstock. Donc voilà, vraiment l'Afrique du Sud et plus particulièrement la région du Cap, c'est un endroit extraordinaire pour coupler à la fois les activités de plein air, mais aussi découvrir l'histoire et la culture de la région. Donc voilà, c'est vraiment un voyage ultra complémentaire et qui, je pense, est à la fois programmé pour les familles, pour les couples, pour les voyages entre amis. Voilà, il y a plein de choses à voir et à faire. Alors, est-ce que Thiago a réussi à résoudre son problème? J'ai l'impression que non, malheureusement. Donc, peut-être que je vais devoir prendre le relais. Alors, Thiago tente de se déconnecter et de se reconnecter. Paloma, peut-être que en attendant que Thiago arrive à se connecter,
Tu peux commencer à répondre à quelques questions que les internautes se posent. Je vois notamment que Philippe Pierre demande s'il est possible de conduire avec un permis français. Est-ce que quand on... Alors, voilà. oui, pas de souci, je prends ces questions. Non, alors il faut un permis de conduire international pour conduire en Afrique du Sud. Et donc, comme vous le savez maintenant, on ne peut plus se rendre en préfecture pour les obtenir. Il faut faire la demande sur la NTS. Les délais peuvent être assez longs, donc il vaut mieux vraiment anticiper ça. Alors, pour le petit détail, une fois que vous êtes dans le pays, les loueurs de voitures, les agences de location de voitures acceptent de vous louer une voiture avec votre simple permis français, mais officiellement, après, si vous êtes contrôlé, il vous faut présenter un permis international. Voilà. Oui, mais bien évidemment, en passant par une agence de voyage, vous avez tous nos conseillers qui vous expliquent ça, tout à fait. Benoît nous demande si les ressortissants belges ont besoin d'un visa, parce que c'est vrai qu'on a parlé des ressortissants français tout à l'heure, mais est-ce que les Belges ont besoin d'un visa pour se rendre en Afrique du Sud? Alors, je dois avouer que je ne m'occupe que du marché français et en fait, en l'occurrence, toute l'Europe du Sud, donc Italie, Espagne et Portugal. Et en l'occurrence, ces 4 nationalités n'ont pas besoin d'un visa. Mais je pense que c'est probablement la même chose pour tous les ressortissants européens. Ah, je crois que j'ai le permis. On a retrouvé Thiago. Désolé, Paloma. Pas de problème. Bah, ça arrive, écoute. Pas de problème. Donc du coup, Benoît, on va se renseigner et puis on va vous dire pour les ressortissants belges s'il a besoin d'un visa ou pas. En attendant, je vais laisser la parole à Thiago. Bon, merci beaucoup. D'abord, je m'excuse, on a eu un petit problème technique, mais bon, ça finit bien, c'est le plus important. Je vais commencer par le commencement, comme on dit. Je vais me présenter moi-même. Alors, je m'appelle Thiago. Je suis né et grandi au Mozambique, qui est un pays frontalier avec l'Afrique du Sud, plus au nord de pays, justement. Je suis spécialiste de la destination depuis presque une vingtaine d'années maintenant. C'est un pays qui personnellement me passionne énormément parce que c'est un très très bon pays avec pas mal de choses à voir et à faire. Je pense que c'est vraiment le pays africain le plus éclectique. Mais ma collègue Paloma a déjà parlé de ça, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails. On va aller juste sur les activités que vous pouvez faire en étant au Cap. Vous pouvez, par exemple, il y en a énormément de choses à faire et à voir. Si on se mettait à les numérer tous, je pense qu'on allait passer la journée. Alors, on se concentrer sur ce qui est à nos yeux, plus intéressant, et surtout par rapport aux activités, des choses qu'on peut faire soit en famille, soit tout seul ou entre amis. Alors, on va commencer bien évidemment par la route du vin. Nous nous proposons de le faire en train. C'est un train, en fait, qui circule entre Franschhoek et l'intérieur des terres. Alors, il ne va pas dans tous les vignobles, bien évidemment. Donc, il fait des grands axes. Et ensuite, s'il faut rentrer plus à l'intérieur et c'est tout bien organisé, vous allez avoir des petits véhicules 4x4 ou bien des petits minibus qui vous y amènent. Mais l'intérêt de cette excursion, c'est que vous pouvez déguster des vins sur plusieurs caves, plusieurs vignobles. Et c'est ce qui est, à mon sens, plus intéressant parce qu'on revient sur un système un peu plus ancien, parce que le train est l'ancien, il donne un cachet typique de cette belle région. On a aussi la possibilité de faire du balade en fat bike, ça c'est en vélo. Cette balade en vélo, nous, on le propose dans l'arrière-pays du Cap. C'est une région c'est les plages de Gans Bay. Alors, ça vous permet de vous balader en famille, entre amis. Vous pouvez profiter de la plage et aussi vous balader en vélo sur les dunes des sables blancs, comme vous pouvez un peu voir sur les photos.
c'est une découverte qui est très intéressante pour le faire, je disais, entre amis ou en famille ou voilà. On a une autre possibilité des activités que nous pouvons aussi vous proposer, c'est de faire, de nager avec les phoques, ce qu'on peut appeler du snorkeling, parce que c'est pas vraiment la vraie plongée, mais vous pouvez les toucher, vous pouvez nager avec eux. On le propose dans la région de Hout Bay, qui est à côté de Cap, hein, sur la côte atlantique. C'est une expérience qui est très intéressante dans le sens où vous comprenez un peu comment ils avaient leur activité, comment ils vivent, en tout cas ce qu'on appelle les éléphants de mer. Vous pouvez aussi faire, en étant toujours dans la même région, le bailade en kayak. Le balade en kayak, on peut le faire dans plusieurs régions au Cap, mais on a préféré plus axer sur les nouvelles balades qu'on peut faire au départ de waterfront. Donc, le waterfront sur le fond de mer au Cap. Vous pouvez alors le faire le matin. C'est aussi intéressant de le faire au coucher du soleil pour profiter de la belle lumière de la fin de la journée. Alors, ma collègue Paloma a parlé de beaucoup de choses par rapport au Cap, le métissage et tout ça. On s'est intéressé, nous, à la ville, à Woodstock. Alors, on ne peut pas parler de Cape Town sans parler de son passé historique, qui est lié à l'ouverture, en fait, la situation géographique du pays. Je vous dis par là que si vous regardez, c'est une pointe de le Cap. Donc, elle est sous l'influence de deux océans. Donc, on a l'océan Atlantique et l'océan Indien. Donc, les bateaux descendaient, donc on va dire pour les premiers Européens qui découvrent cette région, ils descendaient de l'Europe. Donc, dans ce cas-là, on va prendre le cas de l'Hollande et remonter vers le nord en passant pour le Cap vers Java. Et ensuite, ça nous a amené en Afrique tout la culture, toute l'intelligence, toute la culture européenne. Donc, on a les Français, on a les Hollandais, on a les Anglais, entre autres. Mais il faut aussi comprendre que l'Afrique du Sud, c'était un des seuls, et à ma connaissance, pays africains où on a eu besoin d'esclaves pour travailler dans le pays. Donc, on a eu des esclaves qui venaient de Madagascar, des esclaves qui sont venus de Mozambique et du Ghana aussi. Pourquoi j'évoque ça? C'est parce que Woodstock, qui est un quartier d'artistes avec plein de graphites, plein de dessins sur le mur, évoque cette histoire quand vous vous baladez sur la ville. C'est vraiment une ville de street art, quoi. Mais il n'y a pas que ça qu'on va voir. On peut aussi aller découvrir ce qu'on pourrait pour les Parisiens appeler le marché aux puces, parce que vous pouvez acheter des articles de décoration, vous pouvez acheter des accessoires, des souvenirs qui sont à la mode, ou aussi, comme je dirais, des articles vintage. Voilà. Donc, c'est vraiment un quartier qui est très intéressant de son histoire, mais aussi des choses qu'on peut voir et faire. Cela nous amène à une autre possibilité, donc où est-ce qu'on habite quand on va au Cap, ou bien où est-ce qu'on va loger, tout simplement. Alors, dans ce cas-là, encore une fois, c'est une destination qui est très, très riche en termes de choses à voir et à faire, d'hébergement aussi. Donc, on a dû se concentrer sur quelques-uns que nous estimons être notre coup de cœur. Alors, on va commencer par le Siesta Rock, qui est un hébergement très design, situé sur le très beau et chic quartier de Camps Bay. Il offre une très, très belle vue de la baie du Cap. Vous avez sa piscine qui vous permet d'avoir une vue extraordinaire. Et il est bien situé aussi pour visiter la ville, mais surtout profiter des plages que vous pouvez en faire sur Camps Bay même directement. Ça nous amène aussi à un autre hébergement que nous avons aussi très bien aimé, c'est le CEO,
Là, du coup, ce qu'on aime, c'est l'architecture, qui est un peu quand même particulière parce qu'on est complètement à ciel ouvert. Vous avez une vue à 360 degrés pratiquement de la marina du Cap. L'hôtel est situé dans le quartier historique de Cape Town. C'est un hôtel moderne, chic, qui vous donne la possibilité de, en étant dans votre chambre, avoir la vue du Cap avec toutes ces merveilles. Il y en a un autre que nous avons aussi choisi. Ça a le nom d'un catcheur connu, on appelle le Rogers George, mais c'est lié aussi au quartier où il est. Celui-ci, il se trouve plus au centre-ville. Le grand charme de celui-ci, c'est plus son rooftop aussi, où les gens ils vont facilement en fin de journée prendre un verre avec la vue sur le cap. Il n'y a pas besoin d'être, comme je vous dis, être logé à l'hôtel pour profiter de ça. C'est un hôtel en bois typique, très design aussi. On est sur deux périodes, victoriennes et période actuelle, mais aussi la possibilité de profiter de la vue du Cap qui est vraiment magnifique. Les couchers de soleil en Afrique, ils sont souvent très, très beaux parce que le ciel est souvent dégagé. Alors, on a parlé de la réserve de Cederberg. Et là-dessus, c'est pour les hébergements, on va passer sur cet hébergement qu'on appelle le Kwangakama. Alors là, c'est mon coup de cœur personnel, parce que c'est un hébergement qui est très, très atypique. Cette réserve, c'est pas une réserve où on va voir les Big Five. Le Cederberg, c'est un endroit où on voit des fleurs, on va voir quelques faunes, mais c'est plus les antilopes. Et c'est fait, en fait, comme il n'y a pas beaucoup de dangers au niveau des félins, on peut se permettre d'avoir des lodges où on peut dormir à la Belle Étoile, par exemple, comme vous pouvez voir sur des photos. C'est un hôtel qui était complètement construit dans les roches, en fait. C'est quelque chose de très, très impressionnant et hyper agréable à visiter. Et c'est plus pour une expérience plutôt nature. On est environ 2-3 heures de Cape Town. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport aux hébergements. Alors, on peut passer sur notre possibilité, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en Afrique du Sud. Alors, on a dit que c'est un pays très grand. Là, on s'est concentré sur la partie sud du pays, mais le pays est grand en soi. On peut faire beaucoup d'activités. Dans un premier temps, nous, on se concentrait sur la possibilité de visiter le Cap en étant sur toute la région de Cape Town, donc les environs, donc le Cap de Bonne-Espérance, avec la côte atlantique, la route des vents que Paloma a déjà développée. Et ensuite, on peut profiter pour faire le nord. Alors, les liaisons en Afrique du Sud, ils se passent très bien. Vous avez des vols quotidiens pratiquement pour le nord et le sud. Donc, on peut profiter d'avoir le côté culturel, le côté ville, le côté très insolite de Cap et ajouter un vol intérieur qui nous amène vers le nord et profiter d'un safari dans le fameux parc Kruger, dans de très belles réserves privées où vous êtes pris en charge par la réserve. Vous avez 2 safaris par jour en pension complète. On a une gamme d'hébergements de très, très haut de gamme, hyper exclusif qu'on pourrait voir à l'occasion. Mais ça vous permet de découvrir une autre partie de l'Afrique du Sud, d'autant plus que le sud de l'Afrique du Sud reste, entre guillemets, occidental et le nord est beaucoup plus africain, lié à l'histoire des 2 pays, mais aussi au climat qui cela amène quand on est au nord par rapport au sud. Le sud est beaucoup plus méditerranéen et le nord beaucoup plus tropical. On a aussi la possibilité de rester sur la région sud. Je vous dis par là, un circuit qui va faire du Cap jusqu'à Port-Elizabeth. Donc, c'est ce qu'on appelle la route des jardins. Là-dessus, vous faites donc la région qui vous permettrait de découvrir toute la côte
Donc, vous faites le Cap d'abord, qu'on a déjà beaucoup développé. Vous rentrez plus à l'intérieur des terres pour découvrir toute la région de Haute-Saône. Peut-être que je le prononce mal, mais voilà, qui vous permet de voir, si vous voulez, les autruches. On peut profiter aussi de la côte de Plettenberg. C'est une côte que vous pouvez faire de ça, vous pouvez profiter de la plage. Et de là, on ajoute quand même des safaris sur le nord de Port-Elizabeth, c'est le parc d'Ado-Éléphant. L'avantage de ce parc-là, de cette région, plutôt par rapport au le safari qu'on peut faire au nord, c'est que vous avez la possibilité de faire cette région sans avoir à prendre des traitements anti-malaria, parce que c'est ce qu'on appelle malaria free, autrement dit, il n'y a pas de palu. C'est une destination, c'est un itinéraire qui est intéressant aussi pour le faire avec les petits-enfants, parce qu'il n'y a pas de traitements à prendre. Voilà. Je laisse ma parole à Julie pour la suite du programme. Ben, merci beaucoup Thiago et encore merci à toi Paloma pour ces belles présentations qui vous ont et qui m'ont donné en tout cas très envie d'aller découvrir cette belle région d'Afrique du Sud. Maintenant, nous allons pouvoir répondre à vos questions. Alors, on a commencé, Thiago, pendant que tu essayais de gérer les petits soucis techniques. Alors, je vois, Paloma, que tu as répondu à Camille, mais je vais quand même redire sa question parce que peut-être que tous les internautes n'ont pas eu l'occasion d'aller sur le chat. Donc, Camille nous a demandé si les safaris à cheval sont accessibles pour plusieurs niveaux. Donc, du coup, Paloma, je te laisse répondre. Oui, tout à fait. De toute façon, ce sont des safaris encadrés avec des professionnels, donc c'est au rythme de marche, donc c'est possible pour tous les niveaux, sauf pour ceux qui ont une phobie des chevaux. Mais voilà, pour les débutants, voilà, les débutants, c'est tout à fait possible. Donc j'imagine qu'on peut aussi l'envisager pour des familles également, avec des grands enfants. Tout à fait, tout à fait. Alors, je ne sais pas quelle est la limite d'âge, mais je pense qu'à partir de 10 ans, c'est OK. Mais à vérifier sur ce point avec les agences qui s'occupent de ça, avec les parcs nationaux aussi qui proposent ces services. D'accord. Benoît nous demande, ça c'est une autre question pour toi, Paloma, quelle est la situation sécuritaire dans la région? Est-ce que l'Afrique du Sud, c'est un pays safe où voyager? Eh bien, l'Afrique du Sud a une réputation malheureusement au niveau de la sécurité. Et nous, là où on décrit un peu, on explique cette insécurité, c'est que c'est vraiment plutôt au niveau domestique. Par exemple, chez les ménages, où effectivement, si quelqu'un est en lien avec les cartels de drogue, par exemple. Mais généralement, en tant que touriste, c'est OK. Il faut simplement prendre des précautions. Quand on arrive dans un nouvel endroit, on demande aux locaux ou à notre hébergeur quels sont les quartiers à éviter, etc. Pour les régions naturelles, en dehors des villes, généralement, c'est d'autant plus calme. Mais donc voilà, faire preuve de bon sens. Après, donc la région du Cap occidental est relativement calme et en sécurité. Il faut juste faire preuve de bon sens et puis au Cap demander quels sont les quartiers à ne pas fréquenter. Voilà. Okay. Toi, Thiago, tu as des recommandations particulières que tu fais à tes voyageurs? Oui, c'est un pays qu'on peut faire facilement tout seul, en notre tour. Mais comme dit Paloma, il faut avoir des précautions. Alors, la première des choses, c'est déjà d'éviter de rouler la nuit. Ça, c'est la première des choses à respecter. C'est vrai que tous les hébergeurs, donc les hôtels dans lesquels les clients sont hébergés, ils sont disponibles pour vous donner des consignes, des choses à faire, à ne pas faire, où sortir et comment. Alors, on peut bien évidemment sortir en ville, marcher, mais dans ces cas-là, il faut laisser toutes les affaires à l'hôtel, ne pas être avec tous les gros appareils photo et venez me voir, je suis le touriste, je viens d'arriver. Donc, il faut respecter tous ces petits consignes et en principe, ça pose pas de problème. Autre technique que j'ai, mais ça, c'est aussi dû au fait que je connais très bien la région,
Je conseille aussi souvent les clients. Nous, en Afrique, ou en général, même en Afrique du Sud, c'est presque impoli quand quand quelqu'un vous pose une question et que vous ne répondez pas. Souvent, il faut vous donner une réponse qui n'est pas correcte. Alors, ce que moi, je vous suggère, c'est demander souvent dans les stations de service, par exemple, parce qu'ils sont plus accessibles ou, par exemple, si vous êtes perdu, vous cherchez un chemin, vous avez une question, les gens des stations de service sont aptes à vous donner les réponses beaucoup plus justes qu'un piéton qui passe au bord de la route, parce que par politesse, il va vous donner une réponse qui est peut-être pas la juste. D'accord, je comprends bien. Merci beaucoup. Philippe nous demande s'il faut un visa en cas de passeport suisse. Donc, je vais répondre à cette question. Alors non, il n'y a pas besoin de visa puisque la Suisse fait partie des pays exemptés de visa. Voilà, comme la Belgique et comme la France. Oui, tout à fait, tout à fait. Philippe nous demande, la nuit tombe à partir de quelle heure? Paloma, est-ce que tu peux nous dire? Oui, alors il n'y a pas une immense variété en fonction des saisons. Ça change plus ou moins d'une heure entre l'été et l'hiver. Donc grosso modo, il faut compter 18 heures. 18 heures pour la tombée de la nuit, avec une petite variation entre l'été et l'hiver. D'accord, ok. Moi, j'avais une question pour toi, Thiago. Quel est le budget moyen si on est, par exemple, une famille et qu'on veut partir en Afrique du Sud pour les vacances de la Toussaint? Ça dépend de ce qu'on fait, bien évidemment. Mais on pourrait se dire un budget moyen autour de 4 000 euros pour une petite famille. Ça doit être déjà être pas mal pour faire le sud et le nord de l'Afrique du Sud. Donc, je vous dis pas là, faire par exemple le Cap et ensuite remonter vers le nord. Si nous restons sur la région sud, tout simplement, donc ce qu'on disait de Port Elizabeth, par exemple, jusqu'à Cape Town, ou de Cape Town jusqu'à Port Elizabeth, on peut être sur ce type de budget. On a tout tour, si vous ne conduisez pas vous-même et que vous êtes en liberté. Oui. Il nous faut compter du budget autour de 4 000 euros par personne. Ok, c'est noté. Merci, Thiago. Et selon toi, Thiago, quelle est la meilleure période pour visiter Cape Town? C'est très difficile à répondre à cette question parce que le Cap, c'est une région qui est très sous l'influence des 2 océans que je disais au départ, donc plusieurs climats. Souvent, ce que je pose comme question avant, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Si les gens ils veulent profiter de la plage, donc à ce moment-là, peut-être qu'il faut qu'on se concentre sur l'été, plutôt février. Maintenant, pour moi, pour visiter la région du Cap, si pour faire les activités et toute la découverte culturelle et tout ça, on peut, pour moi, je pense septembre-octobre, c'est un très bon compromis. Parce qu'on rentre un peu sur une espèce de printemps. Il n'y a pas vraiment de printemps pour les pays australes, mais on est sur un climat qui est très intéressant. Il ne fait pas hyper chaud, il ne fait pas très froid non plus. Donc septembre-octobre, ça reste une très bonne période pour moi, pour le Cap et d'ailleurs pour tout le pays. Super. Philippe nous demande, je vais te poser cette question à toi aussi, Thiago, mais peut-être que Paloma, toi aussi, tu auras quelque chose à répondre. Est-ce que vous avez des conseils sur des objets particuliers qui seraient pratiques à emmener dans sa valise quand on part découvrir le Cap et sa région? Une paire de jumelles pour les safaris. Non, ça c'est vraiment ça change la donne. Hein. C'est vraiment d'avoir ces jumelles pour les safaris. Ok, top. Bonne réponse. Génial. Thiago, est-ce que toi, t'emporterais quelque chose d'autre dans ta valise? Un petit appareil photo. Ah oui, à pas oublier, ça c'est sûr. Voilà, pour des souvenirs. Oui, je pensais à un appareil photo. Après, c'est un pays qui se visite facilement, hein, donc la région aussi, elle est belle. Je dirais un appareil photo, oui, c'est déjà une bonne chose. Alors, pour info, on offre à nos voyageurs chez Cercle des Voyages le montage vidéo de leur voyage, c'est-à-dire que vous filmez soit avec votre appareil photo, soit avec votre téléphone, des petites vidéos pendant votre voyage.
Et après, vous compilez tout ça, vous nous les envoyez en vrac. Et nous, on a un monteur vidéo qui s'occupe de faire le petit montage, parce que souvent, quand on part en voyage, on fait plein de photos, plein de vidéos, et on se dit, ah, mais quand je rentrerai, je ferai un album photo, je ferai une petite vidéo, c'est facile. Et puis, on laisse le temps passer et on le fait pas. Donc, c'est pour ça qu'on propose ces petites vidéos. Vous pouvez voir d'ailleurs les vidéos de nos voyageurs sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne de Cercle des Vacances. Philippe demande également s'il vaut mieux changer ses euros. Alors, j'imagine que peut-être qu'il y a la suite de cette phrase. Est-ce qu'il vaut mieux changer ses euros avant de partir ou les changer sur place? Qu'est-ce que tu dirais, Thiago? Mais en fait, l'avantage de l'Afrique du Sud, c'est qu'on peut avoir la monnaie sud-africaine en Europe. Moi, ici en France, on peut acheter les rands avant d'arriver sur place. Donc, on peut les acheter et partir avec. On peut aussi retirer sur le distributeur. Alors, c'est un des seuls pays africains qui n'accepte pas une autre monnaie que le rand. Ça, c'est très spécifique à l'Afrique du Sud, parce que la plupart des pays africains, ils acceptent les dollars, ils acceptent les euros. Mais en Afrique du Sud, vous devez payer qu'avec les rands. Donc, vous pouvez aller dans un bureau de change, vous le trouvez. Moi, je conseille de prendre un petit peu avec vous avant de partir. Et ensuite, sur place, si besoin, vous pouvez utiliser la carte ou autre chose. D'accord. Et du coup, Philippe, pour compléter sa question, demande, Paloma, peut-être que tu peux nous dire, quand on est en Afrique du Sud, enfin à Cape Town, où est-ce qu'on peut changer ses euros si on a emporté ses euros, par exemple? Ah bah dans des bureaux de change spécifiques. Il y en a au Cap, sans problème. Après, d'un point de vue de ce qui est avantageux, en règle générale, c'est de retirer de l'argent sur place par rapport aux commissions des bureaux de change. C'est vraiment ce qui est le plus avantageux. Ok, top. Alors ça, c'est une question pour toi, Thiago. Camille demande, donc elle dit, j'ai bien compris que le budget de 4 000 euros, ça concerne les autotours, donc ce qu'on appelle les itinéraires en liberté, où vous avez votre voiture de location et puis vous vous déplacez en autonomie. Elle demande, est-ce que Cercle des Voyages propose également des circuits organisés en groupe? Et si oui, quel est le budget moyen? Oui, tout à fait. On a la possibilité de faire les voyages en groupe. Alors, les budgets moyens, ça peut aller jusqu'à 6 000 euros, 7 000 euros. Mais je m'explique, parce que nos circuits, ils sont très exclusifs. C'est un circuit qui est fait pour nous, Cercle de Voyage, pour nos clients. L'idée, c'est de vous faire découvrir le pays du nord au sud, et surtout sur des très, très belles hébergements et avec pas mal d'activités qui sont incluses dans le circuit. Donc oui, c'est possible de le faire en groupe. C'est un petit groupe aussi et c'est très exclusif. C'est pour cela que les budgets ils sont, à mon sens, corrects et qui correspondent aux activités que nous proposons. Donc, il faut compter un budget moyen autour de 6 000 à 7 000 euros par personne. D'accord. Et quand tu dis petit groupe, c'est combien de personnes? C'est 8, 9 personnes? Une douzaine de personnes. 12 D'accord, max. 12 personnes. Ok, génial. Lily demande, Paloma, je vais te poser la question à toi. Qu'est-ce qu'il faut compter comme budget sur place par repas? Ah bah, tout dépend de la catégorie pour la restauration, mais pour un bon repas de bonne qualité, 15 euros pour tout compris, c'est suffisant. Après, on aura pour un budget beaucoup plus réduit, il y a des cantines aussi de quartier, donc même pour 5 euros, on peut s'en tirer, mais ce ne sera pas les mêmes catégories de restauration. Super. Et alors, quel est le plat typique sud-africain? Parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu nous as parlé de la gastronomie, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bah, il y en a pas mal, sachant que elle est aussi très très diverse, la gastronomie sud-africaine, mais ce qui est très réputé, c'est notamment là où il y a une influence indienne, donc une nourriture assez épicée. Il y a le plat du boboti. Donc en fait, voilà, c'est épicé, il y a du curry, il y a cette influence indienne. Il y a aussi le plat du chakalaka, qui a beaucoup de succès. Alors si vous êtes assez sensible aux épices, faites attention, prenez beaucoup de riz. Voilà, après, en termes de tradition sud-africaine, il y a ce qu'on appelle le braai.
c'est le barbecue sud-africain qui est vraiment tout un côté social. C'est culturellement ils font des braai toutes les semaines enfin ils se rassemblent avec la famille, les amis, etc. Ça c'est quelque chose de très très sud-africain. Ouais. Génial. Thiago, Alicia nous demande quelle serait la durée idéale pour faire un voyage en Afrique du Sud et particulièrement dans la région du Cap. Une dizaine de jours, vol inclus. Ça me fait 8 nuits sur place, c'est parfait. Pour vraiment profiter de Cap et ses environs, une dizaine de jours. Super. Et enfin, j'ai une question de Benoît qui demande si on dispose de dollars, est-ce que le change est aussi intéressant, Paloma? Je pense que c'est à peu près équivalent entre l'euro d'une part et le dollar pour changer en rand. Après, je suis pas une experte bancaire, donc je préfère pas non plus trop m'avancer, mais je pense à peu près équivalent. D'accord. Bon, merci beaucoup. Il me semble qu'on a fait le tour des questions. Je voulais juste revenir sur les questions de Rodolfo. Rodolfo, j'ai bien vu, vous nous avez posé des questions sur le tourisme d'affaires et sur les investissements, les visas résidents, etc. Alors nous, en tant qu'agence de voyage, on n'est pas habilité à répondre à ces questions. Donc, je vous invite peut-être tout d'abord à faire une recherche sur Internet et à contacter des organismes qui seront plus à même de vous répondre parce que malheureusement, ce n'est pas notre domaine d'activité. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie pour vos questions. Et puis voilà, c'est la fin de ce webinaire. Je vois que ça y est, il est déjà 13 heures. Malheureusement, on aurait bien aimé continuer. Moi, j'adore vous entendre parler, Paloma et Thiago. C'est tellement passionnant d'écouter des experts et puis de découvrir cette magnifique région du Cap. Je tiens à tous vous remercier pour votre présence. Merci d'avoir témoigné de votre satisfaction tout au long de ce webinaire. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des suggestions à nous faire. Nous sommes toujours preneurs de vos avis. J'ai laissé mon email dans le chat tout à l'heure. C'est donc cdvmarketing@cercledesvacances.com. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne journée. Et puis, on espère vous retrouver bientôt, que ce soit à notre agence à Paris ou bien en ligne pour réserver un voyage ou bien à l'occasion d'un prochain webinaire. Un grand merci Paloma et un grand merci Thiago. Voilà, je vous souhaite à tous les deux également une très bonne journée. Merci Julie, merci Thiago. Merci Paloma. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci.